Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Harold Gardas. Ça va? Ça va et toi? Ça va super. Donc Harold, tu es le CEO de Com. Oui, c'est ça. Qui est une agence de création de contenu. Absolument. Spécialisée en vidéo. Absolument. Super. Aujourd'hui, donc le sujet, c'est la vidéo. Moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est pourquoi faire de la vidéo, comment faire de la vidéo, etc. Je veux qu'on rentre vraiment dans de l'opérationnel et que les gens puissent complètement se projeter dans directement un projet et qu'ils comprennent aussi les contraintes que ça demande, la vidéo, les leviers sur lesquels ils peuvent jouer pour développer une stratégie vidéo, etc. Ça te chauffe ? Bah écoute, mortel. Nickel. Ça me parle. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un cas concret. Donc, Bulldozer. On se dit que, voilà, moi je viens te voir, je te dis, voilà, je suis intéressé pour de la vidéo. Je vais faire tout de suite un disclaimer que je t'ai déjà fait avant l'épisode, mais moi je suis un très gros consommateur de vidéos. Donc naturellement, quand je vois ce que vous êtes capable de faire, je suis avec les yeux qui brillent et je me dis, mais ça c'est trop cool et je veux ça pour ma boîte, etc. etc. Mais j'y connais rien techniquement, etc. Et donc moi, je viens te voir, tu vois, de manière complètement naïve, en te disant, voilà, moi, je veux une super vidéo et tout. Je sais pas exactement comment m'y prendre. Comment ça se passe? Comment ça roule? Ok. Bah écoute, ça, c'est un cas d'usage qui est ultra classique. C'est que beaucoup de personnes consomment de la vidéo. On en parlera. Tu as des chiffres qui sont assez hauts derrière ça. Mais au final, tu sais pas combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc. Je t'avais donné un peu l'info avant le podcast, mais moi j'ai lancé Com donc il y a 3 ans, je ne connaissais absolument rien à la vidéo, et donc j'avais des idées un peu préétablies, préconçues de la création de contenu, où je me disais, ok, ça coûte pas cher, c'est facile, il y a juste à prendre une caméra et à tourner, c'est easy, tu vois. Et en fait, j'ai gardé volontairement, précieusement, tous ces points qui étaient pour moi des évidences au chaud en me disant, demain, quand je deviendrai expert et que j'aurai une équipe, et maintenant c'est le cas, et que des prospects viendront me voir et qu'ils auront ces mêmes idées reçues de la vidéo, je saurai qu'il faudra y répondre avant de pouvoir démarrer des process de vente. Donc ça, en fait, le tout démarrage, c'est éduquer notre client. Nous, c'est ce qu'on fait chez Com, c'est la partie éducation client. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un minimum d'infos au démarrage. Donc, on fait souvent répondre à un petit questionnaire où tu as les grandes demandes un peu clés qui sont, tu vois, pourquoi tu vas faire de la vidéo, parce que c'est hyper important de commencer par là. Est-ce que tu as une idée du budget que tu imagines allouer? Parce que tu as tes idées en tête, mais tu as aussi potentiellement ton N1 qui te dit, tu as 50K, 100K à l'année, etc. Donc, ça permet de couvrir et de comprendre un peu jusqu'où on pourra aller. Et ensuite, des vidéos références typiques que tu aimes pour nous donner un peu la vibe et la tonalité. Donc ça, c'est la première chose que je te demanderai de faire. Donc, tu y répondras et moi, ça me permettra d'avoir le minimum de matière dont j'ai besoin. Et après ça, on va faire ce qu'on appelle donc le call éducation client, c'est qu'on va s'appeler et je vais dire salut Jordan, parce que de toute façon je sors d'ici, tu vas prendre une vidéo avec Com, je te l'ai dit. C'est comme un call prospect. Donc du coup c'est ok Jordan, est-ce que tu as déjà fait de la création vidéo déjà? Est-ce que tu en as déjà fait avec ta boîte Bulldozer ou dans tes expériences passées? La vraie question. La vraie question. Cache Okay. pistache. De la création vidéo, oui. Enfin, j'ai ma chaîne YouTube. Je veux dire, moi, ma création vidéo s'arrête là. Tu vois, j'ai jamais fait un vrai projet, tournage, etc. Ou alors j'ai peut-être déjà participé, mais j'ai pas du tout eu l'œil à ces trucs-là, tu vois. Donc voilà. Ok, donc de la vidéo promotionnelle d'entreprise, ça t'en a moins fait. Tu l'as fait pour toi, où c'est plus facile de se filmer, etc. Mais des acteurs, des lieux à louer, etc. Ça, tu l'as jamais fait. Déjà, c'est donc réexpliquer un petit peu plus en détail quoi coûte combien. Moi, je commence par là. Souvent, on nous dit, oui, mais attends, on n'a même pas encore parlé de notre brief, mais ça permet tout de suite de comprendre jusqu'où tu connais un petit peu la vidéo. Donc, je te questionne à ces sujets en me disant, voilà, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte de prendre un acteur? Est-ce que tu as une idée de ce que tu imagines dans ton scénario, etc. Et donc, ça permet de dégrossir un peu le tout. Et ensuite, après tout ça, et la prise de connaissance de la connaissance de la vidéo, on va sur le pourquoi du contenu. Parce qu'en fait, faire de la vidéo, c'est très bien, ça fonctionne hyper bien. Tu as tous les réseaux sociaux qui sont en train de se tourner sur la création de contenu vidéo parce qu'ils se rendent compte que le taux d'attention est beaucoup plus important, le taux d'engagement aussi, etc. Donc ça, c'est une évidence. Et c'est juste qu'il faut savoir comment faire la vidéo. Parce qu'en fonction des objectifs que tu vas me donner, je vais te recommander plus ou moins de contenu. Donc est-ce que tu veux qu'on fasse l'exemple maintenant pour Bulldozer, par exemple? Je suis chaud. Ok. Là, c'est quoi ton besoin de vidéo? Pourquoi tu fais une vidéo? Moi, la raison pour laquelle je veux faire de la vidéo, c'est déjà le format vidéo, je le kiffe. Ok. Voilà. Bon, je trouve que c'est un super moyen d'engager, etc. Et c'est pour ça notamment que j'ai lancé la chaîne YouTube, parce que voilà, je vois l'intérêt de la vidéo. Et parce que je pense que ça peut faire de la matière pour mieux expliquer la vision de Bulldozer, les avantages de Bulldozer, etc. Ok. Et que ça me fait un contenu, je trouve, assez facile sur lequel je vais être en mesure de capitaliser sur
différents canaux par exemple. Je vais pouvoir en faire de la publicité, je vais pouvoir, etc. Je vais pouvoir l'envoyer à mes clients. Enfin voilà. Moi, mon objectif, c'est celui-là. Ok, très clair. Donc c'est plus c'est comment aller chercher de nouveaux clients à terme. Oui. De l'éduquer et convertir peut-être tes prospects en clients aussi grâce à ces contenus. Ouais. C'est ça en gros l'objectif. Totalement. Okay. Et puis, bon, après, ça c'est peut-être aussi un truc perso, mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui viennent te voir pour de la vidéo, mais j'ai envie d'hyper les gens en fait. Ouais, tu vois, je trouve l'écrit c'est sympa, le copywriting, etc., mais il faut quand même que les gens ils fassent l'effort de scroller et de lire. Sur de la vidéo, tu peux beaucoup plus facilement être hypé juste, tu regardes de manière un peu passive entre guillemets. Tu vois, c'est ça la différence entre lecture et le fait de regarder. Je trouve la lecture, t'es quand même très actif dans le truc. Face à une vidéo, tu peux avoir un côté un peu passif et pourtant être hypé par le truc. Et on a tous des publicités en tête de certaines marques et tout, où tu les vois et limite t'as des frissons, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, tu vois. Bah, l'émotion, tu le ressens 100 fois plus dans une vidéo, ça c'est clair et net. Et pour revenir alors peut-être sur le bris, ce qui est intéressant, c'est de aussi comprendre quelle est ta cible. Parce qu'en fonction de ta cible, on va savoir quels sont les bons réseaux sur lesquels il faut capitaliser. Donc là, typiquement, toi, la cible de Bulldozer, c'est plutôt quoi? Des entrepreneurs, de boîtes assez early. Après, j'ai des équipes grosse marketing ou des équipes marketing sur des boîtes, déjà des boîtes qui ont des équipes marketing, donc c'est déjà des boîtes qui sont pas très très early. Donc voilà, c'est entrepreneur, équipe marketing, équipe grosse. Ok, et dernière question, c'est plutôt du B2B. Tes clients, ils sont plutôt en mode B2B ou B2B ou B2C? B2B. B2B, ok. Et j'allais ajouter, c'est plutôt aujourd'hui ma cible principale, c'est beaucoup de la start-up. Ok. Parce que la start-up, notamment grâce à LinkedIn, tu vois, tu le sais aussi. Ça me parle. Notamment grâce à LinkedIn, il y a beaucoup de startups qui viennent en fait directement grâce à LinkedIn. Et de par mon réseau personnel, les expériences que j'ai eues et tout, voilà. Même si il y a aussi d'autres choses, tu vois. Mais c'est beaucoup de la start-up et de la scale-up. Ok. Bah, du coup, au vu de cette cible, le réseau qui paraît correspondre au mieux, c'est LinkedIn. Donc, du coup, en plus, ce qui te parle. Donc, LinkedIn, il faut comprendre un peu les codes de LinkedIn pour pouvoir créer la bonne vidéo. Donc, déjà, tu as une question de format. Les formats, c'est la taille, tu sais, de la vidéo. Ouais. Donc là, c'est du 16/9 sur LinkedIn, ce qui fonctionne le mieux. À partir de là, c'est aussi comprendre un petit peu. Alors, l'algorithme, je déteste parler de ça parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière l'algorithme, etc. En fait, la réalité d'un contenu qui fonctionne, c'est juste un truc authentique et qualitatif. Mais là, c'est important de se dire que la création de vidéos sur LinkedIn, sur de la startup, donc c'est plutôt des. Ils sont tolérants sur des contenus assez frais, assez différenciants. C'est d'essayer de les hyper, comme tu dis, avec de la vidéo et avec ce qu'on appelle le scroll stopper. Donc, c'est les toutes premières secondes de ta vidéo qui fait quasiment 80% de la totalité de ton contenu. Si jamais tu arrives à faire en sorte que la personne regarde 3 à 5 secondes de ta vidéo, le démarrage, t'es plutôt bien parce qu'a priori, il va consommer le reste. Donc ça, déjà, c'est les deux paramètres. C'est du 16/9, aller bosser un scroll stopper qui va être ultra efficace et pertinent. Et ensuite, essayer d'avoir des contenus qui sont assez courts. Sur LinkedIn, nous, on s'en rend compte. Ce qu'on fait souvent, c'est des teasers, donc d'une trentaine de secondes ou 1 minute max. Et ensuite, on renvoie sur d'autres plateformes. Donc toi, typiquement, YouTube, c'est peut-être un canal sur lequel tu essaies de capitaliser. Tu vas renvoyer de la matière dessus, faire une redirection sur la chaîne YouTube. Tu veux me dire un truc? Quand tu dis format court, c'est quoi? Format court, ça évolue. Déjà, il faut comprendre que tout évolue très vite. La vidéo aussi. Si tu m'avais posé la question d'un contenu court il y a 2 ans, je te dirais 1 minute, 1 minute 20. Ouais. Si tu me reposes la question maintenant, je te dirais 30 à 40 secondes. Sur des contenus d'acquisition, donc où tu n'as pas forcément énormément de contenu de fond, c'est vraiment juste donner envie, susciter l'intérêt, parce que c'est quand même le but de la com. La com, c'est donner envie. Tout ce qui fera le reste, la rétention, etc., c'est la manière d'exécuter. Là, c'était plutôt aux alentours de 30-40 secondes. Nous, on essaie de faire des petits KPI des contenus qu'on fait nous et des contenus de nos clients. Et c'est vraiment ce qui performe le mieux, c'est entre 30 et 40 secondes. Donc c'est quand même ultra court. Et ça se trouve demain, et j'espère pas, ce sera 10 secondes ou autre, tu vois. En tout cas sur LinkedIn, parce que tu as d'autres réseaux sur lesquels 7 secondes, c'est le max quasiment, tu vois. Donc, Oui, mais du coup, court, voilà. Quand on parle d'un contenu court, on parle d'un contenu d'à peu près 30 secondes. C'est ça, exactement. Ok. Je reviens juste sur un point. Tu as commencé par parler de ça, je voulais poser la question tout à l'heure, et puis du coup, là, j'en profite, on fait une petite parenthèse. Tu sais, quand tu disais, il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir en te disant, et c'était ton cas aussi il y a 3 ans, comme tu disais, voilà, je comprends pas les contraintes techniques, etc. Et une des premières questions que tu poses, c'est le budget, parce que les gens, ils se rendent pas compte. Absolument. Est-ce que tu penses qu'une des raisons pour lesquelles les gens se rendent pas forcément compte de ce que ça demande, c'est justement l'émergence des contenus, des créateurs de contenu TikTok, machin, où
t'as vraiment l'illusion qu'il te faut, tu sais, le cercle de lumière Le avec, fameux. avec le téléphone. Et puis en fait, bah, c'est bon en fait. Et tu vois, ces influenceurs, ils font des millions de vues, et ils sont juste comme ça. Et donc les gens, ils viennent te voir et ils s'imaginent que bah, c'est pareil, tu vois. Bah, clairement, je pense que ça y participe. Tu as tellement de vidéos de partout que tu te dis que c'est devenu une évidence, donc c'est simple, donc c'est pas cher. Encore une fois, ça dépend bien de ce que tu veux faire, parce que des contenus qui sont pas chers, faits de manière authentique, un peu à la TikTok, c'est extrêmement performant. Nous, on le recommande très souvent. On dit à nos clients, les gars, on va venir filmer avec un iPhone. Et on n'a pas envie de faire semblant de venir avec une énorme équipe de prod, etc., juste pour montrer que ça justifie le prix. En fait, c'est juste que ça fonctionne mieux. Ça dépend encore une fois des réseaux et des canaux, mais ça participe clairement au fait de se dire que c'est accessible et pas cher. Et le second point aussi, c'est que tu sais pas que derrière, typiquement un acteur, tu as sa journée de tournage que tu payes, tu as le maquilleur ou la maquilleuse qui sera présent parce que tous les comédiens le demandent et parce que ça passe mieux. Ensuite, tu as les droits. Les droits, si c'est sur du digital, donc sur les réseaux sociaux, ça va encore. Quoique, si tu bombardes en sponsor, en ads, il faut que tu payes des droits qui sont assez chers. Si tu passes en télé, je t'en parle même pas. Donc en fait, sur chaque poste, tu as toujours plein de choses qui sont corrélées à ce poste et qui font que ça augmente le pricing direct. Et ça, c'est des choses que tu peux pas connaître, que tu peux pas savoir si tu n'es pas expert, et c'est normal. Et donc, cette phase d'éducation, elle est hyper importante pour nous et aussi pour notre client pour se dire « Ah ok, fine, ça me va ». En fait, c'est pas essayer de convertir un prospect en client, c'est juste de se dire il faudra que tu sois à l'aise avec ton budget. C'est pour ça qu'on met les deux pieds dans le plat direct et ça nous va très bien, on est à l'aise avec ça. C'est juste de dire nous, je te dis pas qu'on va te passer, si ton budget c'est 20 000, je vais pas te dire qu'on va le passer à 50, je te dis juste qu'avec 20 000, on pourrait être dans ce scope d'intervention parce que tu peux avoir qu'un seul ou deux acteurs, etc. Donc, elle est hyper importante et tu vois, sur 80% de nos prospects, on a besoin de ce call éducation parce que même des entreprises dans lesquelles il y a de la création de contenu assez régulière, c'est une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien, franchement. Ouais. Et donc, top là que tu mentionnes justement le coût de voilà, les acteurs, faut payer des acteurs, etc. etc. Moi, la question que je me pose, c'est, et bon là c'est plus le marketeur qui parle peut-être, mais j'ai le sentiment que faire un business comme le tien, c'est quasi impossible de packager des offres et que tu es forcé de faire du sur-mesure pour tout le monde. C'est hyper chaud. Alors, toutes les agences de vidéo, je pense, ont testé de se dire comment je vais pour scaler, faire un modèle d'MRR où tu as du mensuel. On l'a trouvé sur un levier qui est notre média. Donc, on a lancé un média qui s'appelle Comédia où on donne de l'info. Il y a énormément de visibilité. Et comme il y a beaucoup de visibilité, je me suis dit de mettre en avant et de faire croquer une marque qui va aussi bénéficier de cette visibilité, ça a du bon. Et donc là, on a loqué des sponsors sur l'année qu'on mentionne et qu'on fait passer sur nos formats, et donc ils payent un mensuel par mois, donc ça c'est génial. Si on revient sur la prod à part entière, c'est très compliqué, on a tout essayé, on a essayé de gamifier en se disant ok, on fait une espèce de mini crédit en fonction de typologie de contenu, où certains on sera perdant mais d'autres on sera gagnant, et donc ce qui fait que si tu équilibres sur 12 mois, bon bah t'es ok, mais c'est hyper complexe. Je pense que ce que tu peux faire, le seul moyen de pouvoir créer de l'abonnement, c'est sur des contenus de snack content, donc d'acquisition, où tu n'as pas des coûts de prod qui sont énormes. C'est juste, tu fais beaucoup de volume pour essayer d'A/B tester et de voir les prods qui fonctionnent bien. Et là-dessus, why not? On n'y est pas encore. Nous, on n'a pas d'expertise sur la partie ads, acquisition en tant que telle. Et sur les contenus qu'on fait en télé, de branding, de notoriété, c'est hyper dur. Franchement, c'est chaud de packager ça sous forme d'abonnement. Ouais. Et les boîtes qui viennent te voir, elles ont majoritairement un besoin de noto, comme tu dis, ou alors elles viennent te voir avec vraiment un objectif de performance souvent? Comme nous, on communique sur nous et sur nos clients, et on le fait surtout avec des vidéos de branding, de notoriété, etc. C'est la principale raison pour laquelle on vient nous voir. Encore une fois, on n'est pas encore expert en ads. Typiquement, tu as des boîtes comme Kudak, de Théo Lyon qui fonctionnent hyper bien, qui sont eux spécialisés là-dessus. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent les deux, parce qu'une campagne d'ads qui fonctionne, c'est parce que tu as eu de la noto avant et que tu as déjà été visible aux yeux des gens. Donc en fait, tout ça, ça s'entremêle. Et donc on vient plutôt nous voir en nous disant ok les gars, on a besoin sur un an de tout péter d'un point de vue notoriété et visibilité, comment on fait? Donc là, on va faire un peu de contenu de branding, une grosse vidéo de présentation, des créations de contenu marque employeur qui sont en explosion. C'est comment est-ce que je capitalise sur ma marque pour aller attirer chercher, des talents, attirer et conserver les talents, parce que tu te rends compte que quand on communique sur toi, que tu es un peu dedans, en fait, ça te fait kiffer et tu as envie de rester. Ouais, complètement. Je te dis, nous, on le fait pour quoi, mais je m'en rends vraiment compte. Donc, c'est plutôt sur ces champs d'action qu'on vient nous voir. Et maintenant, de plus en plus, et je t'en parlais un peu avant, sur la partie stratégie, donc jus de cerveau, c'est en gros, Harold, on a nos clients, c'est des 30-40 ans, on a besoin de targeter la Gen Z, comment on fait? Donc là, nous, c'est avec nos équipes de planeurs strat où on réfléchit, on apporte du jus de cerveau, on se dit, ok, pourquoi, comment? Et ensuite, on délivre avec de la vidéo, mais c'est vraiment du jus de cerveau à fond. On revient sur Bulldozer. Allez. Budget. Ok. On parle budget? Vas-y. Alors bon, moi je t'avoue que je sais pas exactement. J'aurais tendance à dire
En fait, je te propose qu'on se la joue plutôt comme ça, de se dire, ok, si je te dis que j'ai 10 000 € de budget, ça te semble comment ? En fait, tu pourrais me dire 1000 ou 2000 euros, ou tu peux me dire 100 000. En vrai de vrai, t'as pas de bon budget, c'est juste qu'encore une fois, on va pouvoir mettre plus ou moins de choses dedans. Okay. Donc là, si je reprends en 2 secondes ton brief, c'est plutôt des cibles start-up, plutôt LinkedIn. Ton budget, c'est quoi pour Bulldozer en moyenne ? C'est un pricing. C'est quoi le prix que le prix le prix pour bosser avec pour Bulldozer tes clients, ouais. Bah, aujourd'hui, on a un panier moyen, je dirais, qui est aux alentours de 25 000 €. 25 000 €, ok. Et toi, c'est sous forme, c'est à l'année ? Non, okay. En fait, aujourd'hui, en tout cas, on travaille sur des offres sur quelque chose de recurring. On a des nouvelles offres qui rentrent là-dedans. Okay. Mais aujourd'hui, c'est un peu de la mission avec un objectif bien précis. Et c'est des missions qui durent entre 2 et 4 mois, généralement. Okay. Et tu vois, on te met une team et on t'accompagne sur 2-4 mois. Un peu, on va essayer de chercher de la performance court-moyen terme. Okay. Et là, on est en train on vient de lancer des nouvelles offres plus sur de l'accompagnement long terme, où tu sais que tu as des ressources dédiées et ça tourne. Voilà. Ok, hyper clair. Donc je reviens sur la partie budget, tu me dis 10 000, j'ai dit ok, très bien. La première question, je te dis pourquoi est-ce que tu me dis 10 000 ? Est-ce que c'est le budget que tu peux allouer à ta com ou est-ce que c'est l'idée que tu t'en es faite de ce que tu imaginerais faire en prod vidéo ? C'est un peu les deux. Ok. En fait, c'est un peu les deux. La réalité, c'est aujourd'hui, on n'a pas de budget com parce que on est un collectif, donc tu vois, le raisonnement, marge, machin, c'est pas des trucs qu'on fait vraiment. Il y a une réalité, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à générer du lead. Donc, j'aurais envie de te dire, moi là, parce que j'ai une vue globale sur les finances du collectif et tout, je me dis, c'est typiquement le genre de budget que je pourrais allouer. Mais tu vois, de la même manière, je pourrais te dire, je pourrais aller jusqu'à 20 000 €, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pourrais probablement aller jusqu'à 20 000, mais le truc, c'est parce que je l'ai jamais fait, je suis aussi en train de me dire, est-ce que tu mets en quelque sorte tous tes œufs dans le même panier ? Ou est-ce que tu testes un peu en mode okay, on verra ce que ça donne. Ouais. Voilà. Et nous, encore une fois, vu qu'on n'a jamais fait de vidéo, et ça d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder, c'est moi, je suis vachement dans ce truc de j'ai envie de tester. Ouais. Et du coup, c'est quoi le prix du risque ? C'est une très bonne question. Tu vois, si tu fais un parallèle avec un restaurant, si tu as envie de vraiment goûter un resto et de savoir s'il est bon et que les produits sont bons, tu vas pas juste tester le truc le moins cher à 3 € en entrée en disant que ça va me donner une idée du resto. Tu es obligé d'y aller franco ou pas du tout. En tout cas, la demi-mesure, elle est quand même dangereuse. Mais l'analogie est très bonne. Ouais, parce que tu testes un truc, mais pas dans son entièreté, donc tu dis ok, ça fonctionne plus ou moins, etc. Donc je pense que ton budget, il faut se donner tous les mois. Si tu fais de la vidéo, il faut y aller vraiment. Parce que tu vois, il y a trop de clients avec lesquels on explique qu'il faut pas faire de vidéo. Parfois, on leur dit non mais les gars, on n'avance pas ensemble sur cette fois, attendez un peu, capitalisez, gardez un petit peu de sous et on reviendra au bon moment. Mais parfois, d'essayer d'avoir un mini budget avec des attentes de fou, ça peut être compliqué. Donc en tout cas, je reviens sur ton brief, tu as 10 000 €, ok, très bien. Je vais t'envoyer des vidéos des références typiques qu'on a déjà faites pour 10 000 € pour qu'on se projette avec la tonalité, la vibe que tu m'as donnée parce qu'on aurait approfondi le call bien sûr. Et donc du coup, tu vas me dire ok, j'adore les vidéos face cam, un peu humoristiques, je te dis n'importe quoi. Ouais. Et c'est parfait parce que je peux expliquer un peu ce que je fais rapidement. Donc je vais dire très bien, je vais dire ok, alors sur ces 10 000 €, on va pouvoir mettre tant d'acteurs, tant de figurants, comme ça te permet d'avoir un peu une idée. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me lister les 3, 4, 5 points essentiels que tu as besoin de mettre en avant dans cette vidéo, par ordre de priorité. Et moi, je te reviendrai avec des idées de scénario en mettant ces éléments. Et ensuite, on retravaillera ces éléments ensemble pour que tu me dises si jamais ça te plaît ou non, ce qu'on peut rajuster ou pas. En gardant un paramètre qui est déterminant pour une vidéo qui performe, c'est que tout le monde a envie de tout dire parce que tu dis je mets beaucoup d'oseille, donc il faut impérativement qu'on sache que ma semelle que je vends de chaussures elle est aussi bleue dans la nuit, etc. En fait, tu risques de perdre totalement l'utilité de ta vidéo. Ta vidéo, c'est sur ton objectif, c'est donner envie aux gens d'aller sur Internet et c'est sur ton site Internet et c'est sur ton site que tu vas les convertir. Toi, c'est vraiment de susciter l'envie. Donc pour ça, il faut savoir faire des concessions et être très sharp sur les infos que tu vas mettre en avant. Ouais. Voilà. Alors là, bon. Pour le coup, je vais peut-être prendre un peu le relais et faire mon rôle de marketeur aussi et peut-être d'éducation aussi auprès de mon audience parce que tu vois, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui parle d'un framework qui s'appelle le CTVP et tu vois, c'est One Channel, One Target, One Value Proposition, donc un canal, une audience et une proposition de valeur. Et un des points effectivement sur lequel j'appuie beaucoup, c'est il faut pas raconter toute votre life, tu vois, en fait, et notamment sur de la pub, tu vois, c'est un peu ce truc sur la pub. Et je pense que la vidéo, tu vois, encore une fois, elle joue un petit peu le même rôle que la publicité. C'est le fait de se dire, le rôle de la publicité, le rôle de ta vidéo, c'est accrocher l'attention
donc le scroll stopper, tu vois, typique, et c'est susciter suffisamment d'intérêt pour que la personne, elle se dise, vas-y, faut que j'aille regarder un petit peu plus loin. Et après, tu vas sur la landing page de la personne. Sur la landing page, tu peux raconter ta life. Tu as de la place, la personne, elle scrolle, elle va regarder, elle a déjà eu la curiosité, etc., etc. Mais ça, effectivement, je vois totalement l'intérêt de se dire, en fait, cette vidéo, c'est ça le message qu'elle va faire passer. S'il faut que j'en sélectionne un seul, il faut que ce soit celui-là, parce que c'est celui-là qui, en fait, va me générer le plus de conversions, qui, aujourd'hui, je le vois chez mes clients, c'est le truc qui résonne le plus, c'est le problème le plus récurrent, c'est le machin. Donc... Parce que tu vois, si tu fais un parallèle avec un entretien d'embauche, si tu envoies ton CV et que tu mets ton stage de fin d'études d'une semaine que tu avais fait chez Énergie, ou le brevet des collèges, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, ça te fait un CV qui est illisible, dégueulasse, où tu perds l'info, versus tu te dis, je vais capitaliser sur mes 2-3 expériences clés, je vais donner envie au recruteur de me recevoir. Et par contre, quand il me reçoit, et donc ce serait le parallèle avec je suis sur le site internet, exactement. Là, je vais approfondir. Là, je te donne de la matière, de l'info supplémentaire qui va faire que tu vas te dire, putain, c'est la bonne personne à recruter. Versus, c'est le bon client chez qui j'ai envie de dépenser. Donc là, ouais, ok, vidéo, moi, quoi qu'il arrive, il va falloir que je commence à réfléchir à c'est quoi le message. Après, là, tu disais, faut que je t'en propose 3, mais est-ce que l'idée, c'est que du coup, on fasse passer ces 3 messages ou qu'on en sélectionne un des 3 ? On en sélectionne. En fait, c'est pour ça que je te dis un listing un peu exhaustif, ça peut être même 10 points. C'est juste que nous, on va se dire, tu me l'as mis par ordre de priorité. Donc, je sais que tes 3-4 premiers points, c'est ceux qui sont déterminants. Ouais. Donc, moi, je sais que ceux-là, il faut impérativement qu'ils soient dans la vidéo. Ça, c'est une évidence. Le reste, c'est est-ce qu'on peut le mettre et c'est cohérent dans le scénario global. Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que ça rajoute pas trop d'infos? Mais c'est de la matière potentielle utilisable. Et donc, en fonction de ce que tu m'auras envoyé, je vais revenir vers toi avec une vidéo qui va durer environ 30-40 secondes, avec un très fort scroll stopper, avec les infos clés qu'on aura mis dans la création de contenu et la tonalité un peu décalée que tu m'as demandé, on te l'aura suggéré dans le scénario. Donc tu vas le lire et tu vas me dire, Harold, c'est juste parfait, bravo, je vais te mettre 1 million d'euros. Évidemment. C'est normal. Non, mais donc du coup, tu vas revenir vers moi en me disant, très bien, c'est trop cool ce que vous m'avez fait, peut-être qu'il faudrait rajuster ci ou ça, j'aimerais bien qu'on mette davantage d'infos. Et donc là, ce sera la discussion qu'on aura ensemble en disant, voilà, attention, si on rajoute cette info, ça risque de perdre potentiellement ton audience pour telle ou telle raison. Donc nous, on a un peu une vision, j'essaie vraiment avec mes équipes et on les forme pour de ne pas avoir une vision artistique de la chose. On a en interne des équipes qui sont là pour de l'artistique visuel, mais il faut absolument que la vision des chefs de projet qui mènent à bien ton projet ait cette vision très héroïste marketing de ok, en fait, même si la vidéo est éclatée au sol, il faut que ça fonctionne. C'est ça le premier objectif de la vidéo, c'est qu'elle fonctionne, qu'il y a une espèce de ROI un peu tangible. Tu vois. Et si elle est canon, tant mieux, et c'est toujours le cas, mais ça doit être ça le driver numéro 1. Et donc les retours que le chef ou la chef de projet te fera, c'est en fonction de l'objectif et non pas de la qualité dans la forme de la vidéo. Tu vois. Ça arrive quasiment à la fin du funnel de projet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Donc voilà, donc on se fera nos retours, on reviendra vers toi. On t'expliquera, voilà, on va refaire un dernier aller-retour parce qu'on est à 10 000. On a quand même un budget qui est assez. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup potentiellement pour Bulldozer. C'est pas énormissime pour de la prod vidéo non plus. Ouais. Donc, du coup, en te disant, voilà, là, il faudra qu'on soit assez efficace sur les prochains échanges. Donc, donne-moi bien tes retours. Comme ça, quand on revient, c'est la VF. C'est la VF de scénario. Et ensuite, on passe sur les steps d'après, peut-être. VF version finale? Ouais, pardon, VF, excuse-moi, version finale du script, excuse-moi. Je fais le vieux mec de l'agence hier. Alors, un point, tu vois, sur lequel je pense qu'il faut être effectivement hyper honnête, c'est quand tu viens de dire, bon, 10 000 euros, tu vois, c'est beaucoup d'argent pour Bulldozer, mais en fait, c'est pas un super gros budget et tout. Ouais. Voilà, faut être honnête sur le fait que 10 000 euros pour un projet vidéo, c'est pas énorme. Pour une vidéo comme celle que tu m'as demandé, ouais. Parce que si jamais tu me dis 10 000 euros, j'aimerais une interview des plans de coupe de ma boîte, c'est parfait. Ça, je te fais un truc ultra quali. En fait, t'as pas 10 000 euros, ça peut être énormissime pour une interview, mais ça peut être tout petit pour une super grosse vidéo. Tu vois, on a fait une campagne pour Omada, qui est une application de paris sportif qui est assez ouf, où on a fait des contenus qui durent 7 secondes. On a fait 4 capsules, donc tu pourrais me dire 7 secondes, bon, easy. Ça a coûté, ça a coûté très très cher. Je sais pas si je peux dire 200 000 euros, mais voilà, ça a coûté assez cher parce que tu as plein d'éléments que tu mets dedans et parce qu'il a vraiment besoin de montrer que c'est une marque ultra puissante avec des contenus ultra quali. Donc, t'as pas cher ou trop cher, en fait, c'est juste par rapport à tes objectifs et ce qu'on va faire dans la forme. Il faut qu'on s'en parle pour s'assurer que ça correspond bien aux attentes, tu vois. Oui, et puis de la même manière, tu vois, on parlait des acteurs tout à l'heure, le nombre de figurants. J'imagine que, en fonction du nombre de figurants, en fonction du nombre d'acteurs, si je veux un acteur connu, si je veux une voix off, si je veux une voix off de quelqu'un de connu, si je veux... Oublie, c'est là typiquement sur le cas d'usage, c'est impossible. Un acteur, tu le payes, ça dépend. Alors, je fais vraiment des grandes ouais, mais même une fourchette, vas-y. Environ entre 1000 et 1500 euros jour tournage.
Ouais. Et ensuite, tu as les droits, on en avait un petit peu parlé. Les droits, donc sur le digital, ça va, sauf si tu bombardes derrière, tu me dis, vas-y, je vais balancer de la sponsor à fond. Bah là, tu dois payer davantage de droits. Je te parle même pas de la télé où tout de suite ça va plus vite. Mais déjà, en budget juste pour un acteur, tu es aux alentours de 2005 déjà. Donc t'imagines que tu es quasiment sur le quart de ton budget global. Tu as aussi les marges de com pour juste un tout petit peu qu'on vive quand même. Et donc, du coup, ensuite, tu as un lieu. Ensuite, tu as le matos. C'est-à-dire que c'est pas juste un caméraman qui arrive. Et tu travailles la lumière, tu travailles le son. Donc ça, c'est des gens, c'est des équipes. Tu as le chef de projet qui te suit. Donc tu as les créas en interne qui pensent tes formats. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps alloué. Nous, on essaye quotidiennement de processer au maximum parce qu'en fait, le scale dans la vidéo, c'est pas un scale que tu peux faire à l'extérieur. C'est du scale que tu fais en interne. C'est comment est-ce que sur une vidéo où je passais 1 heure à la produire hier, j'en passe plus qu'une demi-heure demain. Et ça, c'est ta manière de scaler en interne. Et donc, du coup, c'est constamment prendre de l'insight de nos clients et des projets en se disant putain, ça on aurait pu le faire en 2 fois moins de temps, ça on aurait pu le faire un peu moins cher pour nous, et donc c'est trouver les points d'amélioration en interne pour pouvoir optimiser les prods sans que ça déroge bien entendu à la qualité des productions qu'on sort de nos clients. Ok, c'est quoi le budget minimum que vous prenez? 1 000 €. C'est le mini, on en fait de moins en moins. C'était la vidéo un peu l'offre Com, quand on a lancé Com, c'était une offre à 1 000 €. C'était l'axe différenciant. C'est l'accroche. Exactement. L'accroche qui marche bien et qui est compliqué à tenir parce que 1 000 €, c'est très peu. Par contre, tu peux faire des super choses avec 1 000 €. C'est juste que tu as beaucoup moins de possibilités. Et donc là, on a vraiment packager ça, c'est soit de l'interview, soit un passage. Tu as 2 formats qui sont assez préétablis. Et si tu veux plus, si c'est de la créa, si c'est un truc un peu personnalisé, tu passes directement sur une pocket à minima de 5 000 € sur du personnalisé. Et la moyenne, notre panier moyen, il nous est autour de 15 000 € maintenant. Quand l'année dernière, tu vois, c'était plutôt à 3 000. Donc ça augmente. Ça ne veut pas dire qu'on oublie du tout les plus petits créateurs qui ont besoin d'avoir des produits accessibles. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Com. Donc on le conserve. C'est juste que on se rend compte qu'il faut du budget pour pouvoir faire des productions qui fonctionnent vraiment bien. Et 1 000 €, c'est assez short. Ouais. Est-ce que du coup, l'offre, tu l'as fait évoluer aussi en fonction de l'ambition que tu as vue chez la majorité de tes clients, ou c'est vraiment une logique de non, mais nous, c'est un positionnement qu'on ne veut pas tenir? Alors en gros, c'est juste, on se dit, sur des projets à 1 000 €, il faut qu'on y aille, qu'on soit rentable et qu'on le fasse pour une bonne raison, sinon on n'y mettra aucun effort, la personne ne sera pas contente, etc. Et c'est toujours le classique, hein, c'est ceux qui ont le moins de budget, qui ont les plus grosses attentes parce qu'ils mettent quasiment 1 000 € pour porteur de projet, c'est toute leur life. Donc les attentes sont énormissimes par rapport à un budget qui est amendré. Donc on voit la même chose chez Bulldozer avec les petits budgets. Partout, tu vois. Voilà. Et la réalité, c'est que j'aimerais honnêtement pouvoir le faire tous les jours, tout le temps, sauf qu'on est une boîte qui avance et maintenant, on peut plus mettre autant d'efforts qu'on l'a fait parce qu'on avait surinvesti. C'est une évidence sur certains contenus au démarrage. Donc maintenant, 1 000 €, 2 000 €, tu as des offres qui sont préétablies. Et si c'est pas ça, si ça rentre pas là-dedans, faut que ce soit différemment et donc, faut que ce soit un truc plus personnalisé. Donc c'est des budgets qui sont plus importants. Donc on les conserve. Il y en a de moins en moins parce qu'on est beaucoup plus. On tient à la lettre les critères qu'on s'est donnés pour avancer sur ces prods. J'ai le sentiment que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vous qui êtes devenu exigeant. En fait, sur l'offre à 1 000 €. Ouais, exactement. Vraiment. Honnêtement, tu vois, c'est une réalité. Je pourrais dire non, on continue, on adore, machin. Mais la réalité, c'est que c'est pas viable. C'est pas des projets sur lesquels on est rentable. Donc on le fait parce que, à mon échelle, je me dis que c'est cool parce qu'on donne encore la possibilité à des gens de pouvoir faire des prods accessibles et c'est vraiment chouette. Mais si on peut pas, on le fait plus. Et souvent, ce qu'on fait par contre, c'est qu'au démarrage, on bossait avec beaucoup de freelance. Maintenant, on a tout internalisé, on est quasiment 40. On a beaucoup de free et on fait des passes D très très régulièrement. Ou quand c'est des projets à 1 000, 1 500, 2 000 qu'on peut pas les faire, on leur dit par contre, les gars, on a bossé avec des free régulièrement, on vous les envoie. Et 1 500, 2 000 pour un free, ça peut être super. Pour le client, c'est parfait. Et comme ça, voilà, tout le monde est content, tu vois. On fait pareil. C'est la base. Et à 1 000 €, j'ai quoi? Alors à 1 000 €, tu peux avoir une interview face cam, assez simple, sans plan d'illustration, mais qui te permet de pouvoir donner vraiment la bonne matière, te rendre visible, te mettre en avant toi, tes équipes, etc. Ou alors c'est des contenus rétrospectifs, tu vois, d'un événement dans lesquels tu as, t'as reçu, t'es allé au resto avec ton équipe, tu as besoin d'avoir un petit contenu rétro qui te permet d'avoir des souvenirs et du contenu un peu de marque ampleur qui fonctionne bien. C'est les 2 offres que tu peux avoir, ou de la production sur du produit où on fait, c'est des pack shots produits. C'est tu vas filmer le produit, tu dynamises tout ça et c'est les offres à 1 000 €. C'est ces 3 possibilités et si c'est autre chose, c'est plus dans l'offre à 1 000 €. Ok. Question que je me pose, c'est, on a beaucoup parlé les acteurs, etc. Si moi je veux être sur la vidéo et que ça peut permettre de faire l'économie d'acteurs, etc. Est-ce que tu me le conseilles ou pas? Gros danger. Donc ça, c'est pareil, c'est des cas d'usage qui sont intéressants. Ça dépend si tu es face cam en mode je suis en interview et je pitch ma boîte. Si tu es à l'aise, fine, il n'y a pas de sujet. Ça le faire, Ça le fait. Si demain tu me dis il va falloir jouer un peu un rôle d'acteur,
gros warning, parce que être acteur c'est un métier par définition, et qu'on a déjà eu des cas d'usage où on nous disait je veux impérativement être dans la vidéo, alors qu'on expliquait que c'était dangereux, qu'on le sentait pas, et on est assez transparent, tu vois. Et parfois la prod est magnifique, mais ça le fait pas parce que t'es pas acteur. Donc parfois je te dirais non, cette économie on va la faire ailleurs, on conserve l'acteur, on va réduire une caméra, on va enlever un lieu, on va se démerder différemment, mais ne prends pas la parole face cam parce que c'est dangereux potentiellement pour ta prod. Et on essaye avec nos clients, et c'est pour ça je pense qu'on a des super relations, c'est qu'on est hyper transparent. Donc quand on dit les choses, c'est pas pour blesser ou quoi que ce soit, c'est Bien genre sûr. juste purement factuel, fais gaffe, ça va potentiellement réduire coincer, et ta vidéo elle va pas fonctionner, tu vois, parce que potentiellement ça fonctionnera pas. Donc du coup voilà, je t'éduquerai, je t'expliquerai que Jordan, est-ce que tu es bien sûr, est-ce que tu es chaud, est-ce que tu veux qu'on fasse un test potentiellement ou pas, tu vois. Mais, tu fais faire des tests? On a déjà fait des tests, alors sur des contenus qui sont un peu plus élevés que 10 000 € aussi, parce que ça nécessite d'avoir une prod, etc. Mais on en a déjà fait des tests. Et il y a plein de fois où on a montré la prod en disant, on ne dit rien, juste voilà, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Et on nous a dit en fait, never, let's go faire un casting pour des acteurs parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud. Et souvent on me dit, ouais, mais je suis déjà passé sur BFM, à la télé, tranquille. C'est pas du tout le même exercice. Être face caméra, on demande de dire des choses que tu as dû apprendre, c'est pas la même, pas la même chose. C'est dans un cas, tu parles, dans un cas, tu joues la comédie. Absolument. Et c'est chaud. C'est vraiment compliqué. Et t'en as qui le font hyper bien et d'autres pas du tout. Et il faut juste avoir le recul de se dire, ok, ça marche pas pour moi, let's go, je prends un acteur et puis c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et t'en as vraiment, malgré tout, ils lâchent rien, ils se disent non mais je veux que ce soit moi et machin. Plus maintenant, parce que maintenant on dira non et on fera même. On a le luxe maintenant d'avoir pas mal de leads et on peut choisir un peu les projets sur lesquels on va. Alors pas tout le temps, mais c'est quand même un vrai luxe pour nous. Donc quand on se dit ça va être dangereux parce qu'on anticipe la chose où la personne va pas se plaire dans la vidéo, on va devoir réajuster certaines choses, etc. On préfère dire écoute, nous, pour le bien de ta vidéo, c'est avec un acteur ou pas du tout. Et donc du coup, on le fait presque plus, tu vois. Je crois que la dernière vidéo qu'on a fait face cam avec un CEO de boîte, ça remonte à un moment. Franchement, ça remonte à un moment. Je pense à plus d'un an quasiment, tu vois. Ok. On a fait une. Ouais, il y a plus d'un an quasiment, on va dire, sauf exception. Deux autres sujets que j'aimerais qu'on aborde, c'est le sujet documentaire et le sujet média. Ouais. Parce que je sais que vous êtes aussi investi là-dedans. Moi, pour ma boîte, c'est quoi l'intérêt de je sais pas, déjà, est-ce que moi, je peux me dire, je vais faire un documentaire sur ma boîte ou je vais faire un documentaire machin, ou alors la démarche documentaire, elle est tout autre. Et le côté média, bon, moi je suis un convaincu du média, mais je vais te laisser l'expliquer. Mais c'est quoi l'intérêt pour ma boîte de faire du média? Comment m'y prendre? Je commence par le docu. Ouais. Le docu, un vrai documentaire comme ceux que tu vois sur Netflix, etc., ça coûte extrêmement cher et ça met beaucoup de temps. Là, on vient de finir un documentaire sur la Startup Nation qu'on a fait financer et qu'on va sortir bientôt d'ailleurs, qui va être assez ouf. Ça nous a pris 8 mois de tournage. 2 mois de préparation en amont, on a levé quasiment 250 000 €, c'est des très gros coûts, donc c'est assez. Enfin, faut vraiment être sûr de vouloir le faire. Il y a plein de moyens. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, clairement. Par contre, il y a plein de moyens. À notre sens, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça pas viable, parce que ça l'est totalement, mais qu'on puisse en faire du volume. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin en tout cas on a le sentiment que les documentaires, c'est une espèce de... C'est un mode opératoire qui est le même depuis des années et qu'au final, ça avance toujours un peu de la même manière. Et donc, on a essayé de voir, nous, comment est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à ce que des boîtes payent pour avoir de la visibilité dans ces documentaires, sans pour autant déroger à la ligne édito qu'on s'est donnée, parce que sinon, c'est plus un documentaire, mais qui permettent de pouvoir faire des documentaires assez rapidement et d'en faire du volume. Donc, pour revenir sur ta question, le documentaire, ça coûte très cher. Il faut être bien sûr de vouloir le faire. C'est uniquement de la notoriété, de la visibilité. C'est vraiment ça. Ça permet d'asseoir tu vois, Bulldozer, qui a été dans le documentaire de la Startup Nation. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule fort. Et donc, du coup, quand demain, tu as un prospect qui va voir Bulldozer sur une de tes campagnes ads que tu auras fait avec eux, bien sûr, et ben les mecs vont se dire, ah putain, je l'ai déjà vu, ok, c'est un truc qui est assez gros. C'est comme le passage en télé. Il y a plein de personnes qui viennent nous voir en disant, je passe à la télé même pas pour vendre, même si c'est le but in fine, mais en mode, j'ai fait de la télé. Et ça me permet de me légitimiser par rapport à mes clients. Et donc, le docu, c'est gros, c'est très cher, très onéreux, mais ça a un impact qui est démentiel. Je te donnerai les KPIs si tu veux du docu La Startup Nation. On a fait un documentaire qui s'appelle Work in Progress aussi. Ouais, j'ai vu avec Samuel Durand sur la thématique du travail, où tu as plein de partenaires qui ont, alors pour le coup, financé pas pour être dans le docu, mais pour plein d'événements qu'on a fait en annexe, des conférences, des avant-premières, etc. Et ça, en termes de marque employeur, c'est exceptionnel, et de la visibilité associée à tes thématiques, ça marche méga bien. Donc du coup, réponse assez floue parce que c'est un démarrage pour nous. On est à notre 4e documentaire, on voit l'impact, on voit les coûts aussi que ça a.
mais je pense que ça va être un gros levier pour le développement de Com, parce qu'on a plein d'idées. On en fait un là sur la crypto, avec potentiellement Snoop qui sera dedans. Ça, c'est un truc de malade mental. Ouais, on est en train de discuter avec l'artiste Vincent Faudemer, que tu connais peut-être, qui a été des précurseurs des NFT dans le milieu dans les milieux artistiques, et il a fait la collection de Snoop Dogg. Il nous a dit que, donc on ira le voir, c'est à Dubaï, qui est situé à Dubaï, que comme ça a été l'amorçage de sa boîte avec Snoop Dogg, qu'il fallait qu'on en parle tous ensemble pour reparler du pourquoi, du comment il s'est lancé. Et donc il nous a promis un Snoop Dogg. Donc j'espère que ce serait juste exceptionnel, de chez exceptionnel. Mais donc voilà, donc on a ce documentaire. On a un documentaire sur les coulisses de LinkedIn dont je te parlerai, parce que j'aimerais que tu participes au docu. On a plein de documentaires de partout, et je pense qu'il y a vraiment un milieu à dépoussiérer. C'est pas du tout péjoratif à dire, c'est juste que dans les modes opératoires, il y a d'autres moyens de se faire financer et d'aller plus vite et d'aller donner de l'info qui est pas forcément des trucs ultra macro, parce que souvent les docus, tu vois, des plateformes comme Amazon et Netflix avec qui on discute, il faut des trucs qui soient mainstream à fond, que ça clique pour le maximum de personnes. Ce qui fait que des niches comme les coulisses de LinkedIn, tu vas pas les mettre, tu vas pas en faire un documentaire. Alors que pour nous, dans notre écosystème, c'est un truc full valeur, tu vois. Et donc du coup, on se débrouille pour trouver les modes opératoires qui fonctionnent, pour trouver les financements, et que c'est de la valeur pour les personnes qui nous financent. Voilà. Et du coup, on est d'accord que là, dans le cas d'un documentaire, donc vous vous occupez de la production du documentaire, etc. Mais il y a un gros enjeu aussi pour vous de où est-ce que ce documentaire va être diffusé, en fait. C'est surtout ça l'enjeu. Ouais, c'est la distribution du documentaire. C'est clair. Là, pour le moment, la distribution, on les a fait. Alors, Work in Progress, on l'a vendu à Salto, Welcome Original, Samuel Durand saura mieux que moi, mais sur quelques plateformes, donc ce qui est génial. Ouais. Là, on est en discussion pour Netflix, pour un documentaire qu'on est en train de faire sur les... Alors, initialement, c'était sur les coulisses de YouTube, mais là, c'est sur la création de contenu au sens large. J'ai rendez-vous cet après-midi, d'ailleurs, chez Webedia, parce qu'on le fait avec Webedia. Et donc là, c'est de la diffusion sur des plateformes, et idéalement à terme Netflix ou Amazon, et sinon c'est en perso. Donc nous on capitalise sur notre audience LinkedIn et sur une chaîne YouTube qu'on est en train de faire monter, et l'idée qu'on en a demain, c'est de créer une espèce de plateforme à la Brutix sur laquelle tu vas aller mettre tous tes documentaires qui sont un peu plus nichés, un peu plus dans le spectre de l'écosystème startup qui est un peu le nôtre, et dans lequel on aimerait apporter full valeur, que ce soit sur des petits formats comme notre média où tu as des interviews d'entrepreneurs qui sont géniaux, comme des plus gros documentaires, mais où c'est full valeur ajoutée dans ton prisme entrepreneurial. Ok. Parlons du média, justement. Ouais. Vous, là, du coup, vous avez... J'ai l'impression que vous n'avez pas un média, que vous avez des médias, en fait. Vous avez un peu différents formats. Ou alors, tu envisages que c'est un média avec différents formats? Ouais, c'est un média avec différents formats pour le moment. Ça s'appelle donc Comédia. D'ailleurs, petite parenthèse, on appelait ça Comédia pas par flemme de dire c'est juste on rajoute média. C'est juste que comme je savais que ça allait être beaucoup vu parce qu'on fait venir des gens qui ont une belle audience, je me suis dit il faut répandre le no-com au nom de tous. Et il y a peut-être 60% de nos prospects qui nous disent mais attends, mais j'ai déjà entendu parler de Com quelque part, je crois sur une vidéo et c'est en final un de nos invités sur Comédia. Donc ça, c'est notre meilleur commercial. Le média, c'est en train d'exploser. Ça fait quasiment l'équilibre du chiffre d'affaires de l'agence, ce qui est quand même assez ouf parce qu'on l'a lancé il y a 1 an versus l'agence il y a 3 ans. Grâce aux sponsors. Alors pas que grâce aux sponsors, on a les documentaires, tu vois, documentaires. Tu le mets ça dans Comédia, d'accord. Bien sûr, c'est dans le Comédia. D'accord. Et donc du coup, tu as plein de formats, et donc c'est pour ça que je te dis, tu as Comédia qui est un média business avec plein de formats différents, des documentaires, des formats, je sais pas si tu as vu l'anecdote sur le trône, donc c'est quand tu es sur un chiotte, des claps qui sont un petit peu plus, un peu plus classiques. Cyril Gann. Exactement, on a eu Cyril Gann, c'était ouf. Adorable ce mec, c'est un scandale. Ouais, mais je sais, mais tu m'as dit que c'était impossible de l'avoir. Donc Ah ouais, et putain, je fais un nouveau format qui s'appelle Le Barbu, donc je t'avais invité vendredi, mais t'es pas là, donc on se le fera à un autre moment. Voilà, plein de choses. Là, on lance Charabia aussi, je sais pas si t'as entendu parler, c'est le TPMP du business. Donc voilà, on est en train de créer plein de formats différents. Ok, et donc moi, en tant que boîte, c'est quoi l'intérêt pour moi de monter un média? Alors, c'est d'être visible. Parce que le média, par définition, ça permet de te rendre visible. Tu fais des vues. Si tu fais des vues, tu fais des gens qui sont engagés. Et même si ce n'est pas forcément ton client final, parce que nous, beaucoup de gens qui suivent le média, ce n'est pas forcément nos clients finaux. Simplement, ça crée une armée de commercial pour toi. Parce qu'en fait, tu leur apportes de la valeur. Ils te suivent, ils t'apprécient. Et quand demain, ils entendront leur N1, leur père, leur tonton dire « ouais, on a besoin de prod vidéo pour telle ou telle chose », il te recommandera. Nous, c'est vraiment ça, c'est de la recommandation pure et dure. Donc, ça te permet de te faire ton commercial. Ensuite, ça te permet d'asseoir une légitimité sur un secteur. Si demain, toi, Bulldozer, c'est quoi le secteur? Si tu dois donner un nom qui couvre le secteur de Bulldozer, ce serait quoi? Agence marketing digital. Agence marketing digital. Bah, si tu deviens le leader, un peu l'élément central de cette verticale,
c'est bien, c'est vraiment bien. Parce que demain, quand tu as des prospects, bon, bah, on sait que c'est toi qui es légitime sur cette thématique. Et ça te permet aussi de pouvoir faire tes cross-sell de manière beaucoup plus évidente, parce que si tu es légitime sur une thématique un peu globale, nous, tu as de la création de contenu. Si demain, je lance une offre de marketing d'influence, qui n'est pas forcément mon spectre par définition, mais par contre que j'ai fédéré toute une communauté autour de la création de contenu au sens large, bah en fait, ce lancement, il va se faire de manière beaucoup plus efficace que si je repartais un peu from scratch. Et donc, du coup, le média, il a ce double jeu, un, de visibilité, de notoriété et de créer des ambassadeurs, et deux, de business entrant direct, parce que plus tu es visible, plus tu as de chances que tes personnes viennent te contacter. Ok, je te challenge sur un truc. Vas-y, grave. Sur lequel je me dis, tu as peut-être un biais. C'est que moi j'ai le sentiment que tu vois, le fait de créer du média, c'est directement lié à votre cœur de business. C'est-à-dire que peu importe le sujet que tu vas traiter, en fait, tant que c'est Com qui est à la prod, en fait, ça fait de la visibilité pour Com. Mais en fait, moi, dans mon cas, tu vois, si tu veux parler de sujets d'entrepreneuriat, de marketing, etc., en fait, si c'est pas moi devant la caméra et que je vais mettre en valeur d'autres gens, etc., en fait, réellement sur ces sujets-là, je vais valoriser mes invités, je vais pas me valoriser moi. Bien sûr. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais qu'est-ce qui porte le projet de ce média ? Même si c'est pas toi qui te mets face cam, moi sur le média, je suis quasiment jamais dessus. C'est que mes invités, etc. C'est simplement qu'on sait que c'est Com qui est derrière, comme toi, ce serait Bulldozer. Donc tu vas faire venir, faire parler tes invités, ils vont te donner de la matière, de l'expertise, les gens vont s'intéresser à cette matière, mais ce qui recouvre le tout, c'est Bulldozer. Et donc Bulldozer, c'est toi qui vas bénéficier de cette notoriété, tu vois. Donc je trouve que c'est de la même manière que Com. On vient pas nous voir en nous disant vos prods sont très belles sur le média, même si c'est le cas. Elles viennent nous dire en disant c'est full valeur, vous nous apportez de la valeur entrepreneuriale. Donc Comédia, dans mon inconscient et dans mon conscient, c'est de la super valeur business, entrepreneuriat. Ils connaissent le business, donc si moi je veux de la vidéo avec eux, de toute façon ils comprendront mes enjeux business, etc. Absolument, ça participe à ton inconscient de te dire ok, c'est des experts sur ces thématiques. Fine, c'est comme ça que les gens y pensent. Tu vois, et aussi le réflexe de te contacter. Combien de fois on nous a dit je sais plus comment je vous ai vu, mais je crois que j'ai entendu parler de vous, donc j'ai eu tendance à direct penser à vous quand j'ai besoin d'un sujet vidéo. C'est juste que tu es tellement omniprésent, tu as tellement de la visibilité un peu constante que tu rentres dans le quotidien des gens et qu'en fait, c'est un côté vachement rassurant de se dire si demain j'ai besoin de création de contenu, mon inconscient va faire, c'est Com qu'il faut appeler. Et ça, c'est un truc qui marche méga bien et qui peut, pour moi, s'appliquer sur n'importe quelle verticale. De toute façon, on le voit aussi nous deux via LinkedIn. Je veux dire, la visibilité qu'on est en mesure d'avoir sur LinkedIn est un gros apport de business. Ouf. Toi, tu fais de la vidéo, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai la chaîne YouTube. Tu vois, on en parlait justement hier avec Léo sur le fait que j'ai eu mon premier lead entrant grâce à YouTube, tu vois, en 4 vidéos, tu vois. Et en fait, c'est fou. Et tu te dis, la personne, elle voit la vidéo YouTube et elle se dit. Ah ouais, ok, putain, j'avais jamais vu les choses de cette manière-là. J'ai envie de travailler avec Bulldozer parce que du coup, ce qu'il propose là, ça me semble plutôt pertinent. Ouais, et pour autant, c'est pas forcément ton jus de cerveau à toi qui fait qu'il passe par toi, c'est juste parce que tu as apporté de la valeur dans 100%. Son environnement. Et c'est ça, en fait, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas palpable, c'est pas tangible, on parle un peu d'inconscient aussi. Donc c'est simplement positionner sa marque dans un secteur préétabli en se positionnant en tant qu'expert. On sort peut-être un tout petit peu de ta vision Com. Là, en fait, ça va m'intéresser de parler d'avoir ton avis personnel. Globalement, je remarque que la majorité des gens, ils sont d'accord avec ce discours, tu vois. Mais après, il y a un enjeu qui est certain, qui est me mettre moi en scène, parler en mon nom sur LinkedIn, me mettre moi, et même si j'ai des invités, c'est quand même moi qui me mets machin, nan. Je pense que ça, c'est un truc qui bloque la grande majorité des gens et que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas plus de contenu. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là pour qu'ils s'y mettent ? Parce que ça vraiment, moi, c'est un truc que je dis à beaucoup d'amis, de connaissances, de machins sur le business, mais tu ne te rends pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir d'être présent sur LinkedIn, de poster de manière régulière, de lancer une chaîne YouTube, etc., de faire un podcast, blablabla. Tu ne te rends pas compte et c'est exactement la raison pour laquelle les gens ne se lancent pas. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Et j'ai l'impression de manquer un peu d'arguments, tu vois. J'ai juste envie de leur dire, lance-toi, tu verras, tu vois. Mais surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent et donc du coup ça va être de plus en plus compliqué aussi de se différencier. Je pense que tu as LinkedIn qui est depuis un petit moment, moi pareil, donc il y avait le côté peut-être un peu, alors avec des guillemets précurseurs qui fait que on a réussi à capitaliser sur une belle audience. Mais ouais, effectivement, il faut y aller. Après, c'est le frein de la première fois, comme pour tout. Dès que tu fais une chose la première fois, ça te stresse. Et puis en plus, il y a un tel engouement autour de LinkedIn que tu dis putain, ma tronche va être vue de partout, on va me dire des choses sur moi ou en bien ou en moins bien,
ça freine. Je sais pas trop comment te dire, plus que effectivement, regarde les chiffres. Moi, Com, on n'a pas de commerciaux chez Com, on a une belle croissance et c'est principalement parce qu'au démarrage, j'ai mis ma gueule et je me suis dit, vas-y, let's go, on y va, tu vois. Et en plus, il y a un truc qui est important de savoir, c'est que sur LinkedIn, il y en a plein qui me disent, je préfère poster sur ma page entreprise LinkedIn. En fait, LinkedIn, ça a besoin de financiers. Ils se disent que pour pouvoir avoir du financier, il faut qu'il y ait des gens qui passent par des contenus sponsorisés, donc payants, donc de mettre de l'argent pour pouvoir être le plus visible possible. Et en règle générale, c'est pas les personnes, les individuels qui ont ce budget-là, c'est plutôt les boîtes. Donc en fait, ils pénalisent de manière un peu naturelle les pages entreprises en se disant, je compenserai en mettant beaucoup d'argent. Donc en fait, si tu postes par ta page entreprise, si tu mets pas beaucoup d'argent derrière, déjà, tu es beaucoup moins visible, ça c'est une évidence. Et en plus, une page entreprise, dans l'inconscient des gens, c'est on va me vendre quelque chose donc ça m'intéresse pas. Versus c'est Jordan, sa tronche, sa personne, là il me vend rien, c'est juste je le suis lui en tant que tel et je suis plus ok, voilà exactement. Je suis plus ok à écouter, à voir ce qu'on me donne, tu vois. Versus encore une fois cette espèce d'inconscient où tu dis si c'est une boîte, c'est forcément qu'on veut me vendre et j'ai l'impression que la culture française c'est si on me vend quelque chose c'est que je me fais baiser quoi qu'il arrive. Donc du coup ça marche un peu moins bien, tu vois. Donc j'ai pas beaucoup plus d'infos que toi à donner aux gens pour se lancer. Juste, allez-y les gars, testez et t'as rien à perdre, tout à gagner, tu vois. Donc. Ouais. Peut-être dernière question, mais là du coup on a parlé du sujet humain, etc. Et je reviens du coup un petit peu sur Com et notamment sur la vidéo. Est-ce que du coup toi tu conseilles qu'il y ait forcément des humains sur tes vidéos, des acteurs, etc. Ou alors, parfois, dans certains cas, tu peux te dire, non, en fait, pour ce spot-là, en fait, je vais faire full, je sais pas, 3D, animation, blablabla. C'est quoi un peu le truc ? Ouais, bah alors pareil, ça dépend toujours des objectifs. C'est un peu je rattache ça à ça, mais forcément, l'intérêt du motion design, donc des dessins, etc., c'est un super moyen de convertir un prospect. C'est pas ce qui va faire que tu vas susciter l'intérêt. Par contre, quelqu'un qui est sur ton site et tu as un outil SaaS assez technique et que tu vas l'expliquer de manière ludique à travers du motion design, c'est super pour convertir. Par contre, pour l'acquisition, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment partir de cet objectif. Si demain, tu me dis, par exemple, j'ai besoin de recruter un max de monde en marque employeur, je vais te recommander fortement de mettre de l'humain parce que c'est beaucoup plus chaleureux, parce que les gens maintenant regardent plus qu'un salaire, un CDI, ils regardent l'ambiance, les gens, etc. Donc, en fait, ça dépend de tes objectifs, mais régulièrement ou en tout cas de manière assez globale, je te recommanderais d'y mettre le max d'humain parce que ça fonctionne mieux, que ce soit pour du sales, que ce soit pour la marque employeur, etc. Je te recommanderais fortement de mettre de l'humain et sans que ce soit de la face cam prendre la parole, tu vois. Mais ça d'humaniser, ça rend le truc beaucoup plus vivant, humain et donc du coup c'est plus rassurant. C'est vrai, motion design, du coup là tu parlais du SaaS, c'est vrai que moi j'ai vraiment l'image de un peu le truc tutoriel, tu sais. Ça fait un peu le tutoriel, la présentation des features, etc. Toi, tu le recommandes plutôt comme ça? Ouais, après, tu peux aussi le rendre un peu sexy. Hein. Le motion, c'est pas forcément, tu vois, mais je le recommande plutôt dans ces cas d'usage, effectivement. Et après, tu as je complète en 2 secondes, mais sur des contenus d'acquisition produit, la 3D fonctionne très bien. T'as une marque que j'adore, d'ailleurs une boîte concurrente qui s'appelle The Source, qui sont spécialisés là-dedans, où c'est que de la 3D sur tes produits, mais de manière hyper sexy, hyper stylée, sur des formats de 7 secondes qui performent vachement bien en acquisition. Mais en termes de... Ouais, voilà, ça marche bien aussi dans ces cas d'usage. Ouais. Est-ce que tu vois un truc à ajouter sur le sujet de la vidéo ? Sur le sujet de la vidéo, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter ? Non, juste qu'il faut y aller. Hein. Maintenant, c'est plus trop un sujet de se dire est-ce qu'il faut faire de la vidéo ou pas. C'est un vrai game. Peu importe tes industries, que ce soit B2C ou B2B, peu importe les réseaux, que ce soit sur du TikTok, du Insta, du LinkedIn, tout tend à la création de contenu vidéo. Peut-être un point important, en 20 secondes pour finir. Souvent, on me dit ouais, mais sur LinkedIn, la vidéo fait moins de vues qu'un post écrit ou une photo. Et ça, c'est hyper dangereux parce que en fait, la manière dont est comptabilisé un nombre de vues sur un post écrit ou une photo, c'est de l'impression. Donc, c'est juste quelqu'un qui a scrollé sur ton image. En fait, quand tu vois une vue, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est arrêté sur ton contenu. C'est juste qu'il a scrollé. À l'inverse, une vue vidéo, c'est je crois 2 ou 3 secondes à minima regardée. Donc, en fait, là, c'est beaucoup plus tangible. C'est vraiment de la vraie vue. Donc, en fait, il faut faire très attention. C'est pas parce que tu fais moins de vues génériques écrites sur LinkedIn avec ta vidéo que ça n'a pas autant, voire plus de performance que d'un contenu photo ou écrit. Voilà, petite précision à ce niveau, parce qu'on me l'a souvent remonté en me disant ouais, mais je fais moins de vues avec mes vidéos, mais en fait, ça performe mieux et c'est des vraies vues. Donc voilà. Ok. Merci Harold. Avec grand plaisir. On te retrouve où ? Écoute, sur LinkedIn, pour changer. Et sur YouTube. Je me lance aussi sur YouTube. J'ai mis que 2-3 vidéos. Allez là, c'est bon ça. Moi aussi. Et il y a du gros contenu qui arrive. Vraiment assez bien original. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre. Ça s'appelle Harold pour
faire simple. Et bah super, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'épisode. On espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit like, les étoiles sur les plateformes de podcast, etc. Et puis du coup, bah, on se dit à très vite sur LinkedIn ou bah, pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Je l'ai éteint, j'y ai pensé. Enlève la carte. Cool. Merci Harold. Do it! Just do it!